Je crois que le plus dur quand on travaille sur un projet comme celui-là, c'est de se tenir à un programme. La tentation est trop forte et on a envie d'y travailler tous les jours. J'ai attendu toute la semaine afin de descendre dans l'atelier pour travailler sur ce moteur et aujourd'hui, c'est enfin le grand jour. On va enfin ouvrir l'intérieur de ce moteur et voir les surprises qui nous réservent. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous avez découvert Flo, un abonné de la Plume de Poudlard, qui a gentiment accepté de nous aider à démonter ce moteur grâce à son talent de mécanicien. Et je dois dire que Flo est un peu comme moi, il est tombé rapidement amoureux de cette voiture. On a décidé de reprendre ce qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois, la pression des cylindres. Pour ce faire, et comme le moteur n'est pas monté, on est obligé de le faire à la main. On a mis un manomètre à l'emplacement de la bougie et on fait tourner le moteur à la main afin de voir le taux de compression. À chaque cylindre, on a un taux de compression différent, ce qui est plutôt normal, mais ce qui nous permet de voir rapidement s'il y a un des cylindres qui est complètement mort ou si le moteur est en bonne santé. Déjà, entre le cylindre numéro 1 et le cylindre numéro 2, on a quasiment une barre de différence. Donc il est évident qu'une restauration de ce moteur s'impose. On continue avec le cylindre 3 à 3 bar 5 et le cylindre 4 à 3 bars, le pire des 4 cylindres. Peut-être que du coup c'est à cause de mes petits bras, on ne sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a essayé de faire en sorte de pousser avec la même force sur les 4 cylindres. De toute façon, en voyant la tête des bougies, on s'aperçoit rapidement qu'il y avait un gros problème au niveau du mélange. En effet, les bougies, qui sont normalement neuves, sont pleines de calamine et sont complètement noires. Ce qui est le signe que ça manquait d'huile à l'intérieur. En parlant d'huile, on va commencer par faire la vidange. Ça nous permettra de nous donner une indication sur la qualité de l'intérieur du moteur. En effet, si l'huile est bien trop sale, soit la vidange n'a pas été faite régulièrement, ou alors c'est le signe que le moteur est en mauvaise santé. On verra ça une fois que le moteur sera vidé. Pour s'assurer que toute l'huile se déverse bien dans le bac, on fait une rotation du moteur sur le support moteur. C'est plutôt pratique. En attendant que l'huile se déverse, on en profite pour commencer à dépouiller tous les accessoires du moteur. On commence par cette durite, et là je dois avouer qu'on ne sait pas trop à quoi elle sert. D'ailleurs, si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. De toute façon, on regardera dans la documentation technique, mais à première vue, c'est quelque chose qui a été rajouté après. On continue en enlevant la durite qui se trouve sur le cache-culbuteur, le bouchon du cache-culbuteur, et là on découvre que il fait un peu la tronche. En effet, il est plein de crasse et le filtre à l'intérieur est tout aussi sale. Allez, on retire le cache-culbuteur et là on aura tout de suite une meilleure idée de l'état de santé du moteur. Ce que vous n'avez pas, c'est l'odeur qui se dégage de ce carter. En effet, on sent une odeur d'huile brûlée, de calamine, et cela n'augure rien de bon. Et en plus, il résiste. Il n'a pas dû être enlevé souvent. Et là, nos craintes se confirment. L'huile a complètement brûlé et a formé une pellicule au fond du carter du cache-culbuteur. Et là, je dois dire que c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et pour rajouter à cette déconvenue, en tournant cette séquence, on a eu un petit accident. On vous garde la séquence que vous pourrez revoir directement à la fin de cette vidéo. Et en parlant d'inattendu, il s'avère que l'atelier de la Plume de Poudlard fait son petit bout de chemin sur le concours de WD-40. En effet, WD-40 a mis en place un concours afin de remporter 10 000 €. On a été faire un tour et c'est vrai qu'il y a de très beaux projets. Et finalement, en moins de 15 jours, il s'avère que l'atelier de la Plume de Poudlard est déjà en 8e position parmi les 650 projets qui ont postulé pour remporter le premier prix.
Donc si le cœur t'en dit et que tu apprécies notre projet, n'hésite pas à voter, on te met le lien directement en description de cette vidéo. Allez, on retourne au moteur. Maintenant que le cache culbuteur est retiré, on s'attaque à la rampe de culbuteur. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas dû être démontée souvent. Les vis sont très bien serrées et il va falloir forcer pour les décrocher. Bon là vous commencez à avoir l'habitude si vous avez vu l'épisode précédent. Toutes les vis, on va scrupuleusement les ranger dans des petites boîtes et les étiqueter afin de ne pas être embêté lorsqu'on va remonter le moteur. Pour ça, j'utilise des petites boîtes que j'ai trouvées à Action à 4 €, je crois, 4 €, 4,50 € et des petites étiquettes blanches. Je fais pas du tout la promotion pour Action, hein, pour être totalement honnête, mais bon, c'est un bon plan pour le coup, puisque des boîtes de mécanique, ça coûte au minimum 20 €. Donc autant en profiter et utiliser des petites boîtes qui servent normalement à ranger des élastiques. Allez, on retire les tiges de culbuteur et on essaye de les secouer afin de ne pas tirer le guide avec. Bon là tout se passe bien, les tiges s'enlèvent correctement et elles sont en très bon état. Donc ça c'est plutôt top, on n'aura pas besoin de les changer. On retire maintenant la pipe qui se met sur la pompe à eau. Et là, on a vu que sur le joint d'origine, visiblement ils avaient rajouté un petit peu de pâte à joint. Peut-être qu'ils avaient eu une fuite à ce niveau-là. En tout cas, on arrive à extraire le Calorstat qui est juste en dessous et évidemment on essaiera de le tester. Je vous montrerai comment on peut diagnostiquer lorsqu'un Calorstat est fonctionnel ou pas. On récupère également la petite sonde d'eau qui visiblement elle ne fonctionnait pas puisque la température du moteur ne montait pas sur le tableau de bord. Et maintenant on attaque le carburateur. Et lui aussi résiste un peu. On va démonter maintenant le collecteur d'échappement et la rampe d'admission. Pour le coup, elle s'enlève plutôt facilement. On voit que la rampe d'admission et le collecteur sont attachés ensemble grâce à une vis. Alors on va essayer de l'enlever. Mais là, malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Le bruit d'une qui a cassé. Bah... Gagné. N'étant pas encore équipé d'un poste à souder, j'ai laissé la pièce à Flo qui du coup ira dans son atelier pour y mettre un boulon, le souder, retirer le bout du pas de vis qui est cassé et ensuite il refera le pas de vis avec une taraudeuse. On s'attaque maintenant au supermoteur et là, comme sur la carrosserie, les boulons sont avec des pattes contre-écrou. En effet, à l'époque, il n'y avait pas de contre-écrou, donc ils utilisaient ces petites plaques qui étaient tordues sur le boulon afin de l'empêcher de tourner. Donc à l'aide d'un marteau et d'un petit burin, on les remet à plat et ça va nous permettre d'avoir accès à la tête de la vis pour pouvoir les dévisser. Et de toute façon, vu la tête des supermoteurs, on est obligé de les enlever parce qu'il faut les changer. On va maintenant s'attaquer à la dynamo. La dynamo, c'est ce qui permet de recharger la batterie sur la voiture. En effet, à l'époque, il n'y avait pas d'alternateur, on utilisait des dynamos, et celle-ci est une dynamo Solex. Donc, on va la retirer, puisque de toute façon, on doit décrasser tout le moteur et le décaper, et on en profitera pour remplacer le système de dynamo par un alternateur. Cette étape aura lieu directement sur une vidéo dédiée afin de permettre à tous ceux qui sont en train de restaurer une voiture de savoir comment convertir un moteur avec une dynamo à un moteur avec un alternateur. On retire maintenant la courroie d'accessoires qui permet d'enclencher la ventilation et la dynamo directement en s'appuyant sur la poulie de l'arbre à cam.
On retire le support de la dynamo. Et on retire la poulie haute de la pompe à eau. Il faut y aller vraiment avec délicatesse. Il serait dommage d'endommager la pompe à eau qui, pour le coup, semble être en plutôt bon état. Mais bon, on va quand même la tester. Et là, on voit justement, elle fait pas beaucoup de bruit. C'est plutôt bon signe. On s'occupe maintenant de la tête d'allumage, la tête de Delco, et on va retirer les écrous par le bas puisqu'il y a une espèce de collerette qui permet justement de retirer la tête de Delco sans qu'elle puisse pivoter. Ceci étant fait, on vérifie également si les engrenages sont de bonne qualité, s'ils n'ont pas été endommagés, et on la met de côté. On s'attaque maintenant à la pompe à essence, qui s'enlève très facilement également, 2 petites vis, et elle vient tout de suite. On retire également le petit boîtier juste au-dessus qui doit être probablement un récupérateur d'huile, mais là je suis pas sûr à 100% de l'utilité de cet objet, donc nous verrons dans la documentation technique et nous vous dirons qu'est-ce qu'il en est. On en profite maintenant pour attaquer le gros du moteur. En effet, on va retirer la culasse afin d'avoir un accès à la chambre des pistons, à la chambre de combustion et voir dans quel état sont les têtes de soupape, les cylindres et les têtes de piston. Là pour le coup, sur les vis de culasse, on fait bien attention de ne pas les sortir n'importe comment. Et on va les ranger sur un carton sur lequel on va redessiner la culasse et faire les trous aux emplacements des vis pour les remettre lors du remontage à la même position. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on retire la fameuse culasse. Et là, en effet, on voit que le moteur a bien pris cher. Bien que les soupapes semblent être en bon état, elles sont bien calaminées et on voit que ça fait longtemps que le moteur n'a pas roulé. Autant vous dire que la culasse n'a pas une très belle allure. En effet, on voit également que, au-delà de la calamine, l'intérieur de la culasse a été vraiment endommagé par l'eau qui a été utilisée pour refroidir le moteur, que les têtes de soupape sont vraiment attaquées et qu'en plus, elle a dû rouler au sans-plomb alors qu'elle n'est pas équipée pour. D'ailleurs, on en profitera pour faire modifier la culasse afin de pouvoir rouler à l'essence sans plomb. Donc ça sera directement dans une vidéo dédiée et on vous en parlera bientôt. Et là, c'est un peu le moment que je redoutais. On inspecte les cylindres et les têtes de piston. Et là, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. En dessous, la calamine et toute la crasse qui a pu se déposer sur les pistons et sur le plan du joint de culasse, eh bien, c'est plutôt propre. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On va quand même vérifier qu'il n'y a pas d'amorce sur les cylindres, que les pistons n'ont quand même pas d'impact, mais à première vue, tout semble ok. En revanche, on a le même problème que sur la culasse au niveau du refroidissement. Au-delà de simplement avoir rouillé l'intérieur, il y a également beaucoup de crasse. Et là, on voit qu'il y a des dépôts qui se sont déposés au fond du bas moteur, et à certains endroits, c'est même pire, et vous allez le voir dans quelques minutes. En nettoyant le piston, on a eu un petit doute. On a vu qu'il y avait une petite trace sur le côté gauche, mais en fait, tout va bien. C'est un simple repère pour pouvoir mettre le piston dans le bon sens. Et là, c'est justement à cet endroit que l'on voit la crasse qu'il y a à l'intérieur du circuit de refroidissement. Et ça, c'est typiquement le genre de bouchon qui peut te faire serrer ton moteur. En effet, si l'eau ne circule pas bien dans le circuit de refroidissement, eh bien, il va y avoir des différences de température entre un cylindre et un autre. Et finalement, eh ben, ça peut casser un bas moteur. Il est maintenant temps de retirer la pompe à huile. 3 petites vis
et celle-ci devrait venir sans grande difficulté. Et c'est pareil que pour la pompe à eau, on vérifie que l'engrenage est en bon état, et là pour le coup, c'est le cas. C'est maintenant le moment de retirer le carter d'huile, et là aussi, c'est un moment que je redoute un peu. En effet, c'est dans le carter d'huile que l'on voit si le moteur a été bien entretenu ou pas. Si au fond du carter, on se retrouve avec de la limaille de ferraille, c'est jamais bon. Pour retirer le carter, on est obligé de retirer la poulie de l'arbre à cam. En effet, juste derrière, il y a deux petits boulons qui sont inaccessibles. Un petit levier pour pouvoir retirer la poulie, et ça devrait faire l'affaire. Le carter d'huile, un peu comme le cache-buteur, n'a pas dû être retiré souvent parce qu'il résiste pas mal. Il était collé et seul un burin a pu en venir à bout. Et là à l'intérieur, eh bien, ça brille un petit peu trop à mon goût. En effet, il y a pas mal de limailles et il y a même carrément des copeaux de métal. C'est pas vraiment une bonne nouvelle. On en profite pour vérifier que l'arbre à cam tourne bien sans résistance. Et là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. On retire la crépine d'huile. Et on se rend compte que juste en dessous de la crépine d'huile, il y a un joint assez étrange qui n'est pas d'origine. On commence à retirer les vis qui maintiennent les bielles sur l'arbre à cam. Et là aussi, il faut user de la force. Mais bon, c'est un peu normal. L'inverse aurait été plutôt flippant en fait. Et en dessous les chapeaux de bielle, on va découvrir les coussinets. Là aussi c'est important, ce sont des petites plaques en métal qui permettent d'éviter au chapeau de bielle et au pied de bielle d'être en contact direct avec l'arbre à cam. Donc c'est elles qui vont s'user et pas les bielles. Évidemment ce sont des consommables, donc on va les remplacer. Mais ce qui est important c'est de savoir si elles ont été changées dû à un réalésage de l'arbre à cam. Donc il va falloir le mesurer pour s'assurer qu'on a bien les codes d'origine. On retire maintenant les pistons et c'est pareil, il va falloir que l'on mesure l'intérieur pour s'assurer que les cylindres n'ont pas été réalisés. Et on en profite pour regarder l'état des pistons. Et là, au-delà de la crasse et quelques rayures superficielles, c'est plutôt en bon état. Donc ça c'est bien parce qu'on n'aura pas besoin de changer les pistons. C'est une très bonne nouvelle vu le prix des pistons. À cette étape-là, il faut vraiment y aller tout en douceur. Ce serait dommage de rayer le cylindre avec une mauvaise manipulation. Allez, le moment de vérité. Est-ce que les cylindres ont déjà été réalisés ? Ça, c'est ce que le pied à coulisses va nous révéler. En effet, grâce à Flo, on a réussi à dégoter le document technique de la Ford Anglia de 1962. Et on a les cotes d'origine. Donc on va pouvoir savoir rapidement si les cylindres ont déjà été retravaillés ou pas. Donc là, je vous ai pas tout filmé, mais on a fait plusieurs mesures sur le même cylindre pour être sûr de ne pas avoir une erreur de cote. Et à chaque fois, on tombe à peu près sur les mêmes mesures, 80.61. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque dans la documentation d'origine, on est dans les cotes de l'alésage d'origine. Donc ce bas moteur n'a jamais été refait. Ça y est, le moteur est entièrement démonté, si ce n'est qu'on a laissé la pompe à eau et la distribution. On le redémontera dans le prochain épisode et bien sûr on vous donne rendez-vous dans celui-ci où nous allons également nettoyer toutes les pièces, resurfacer le bas moteur en vue du remontage de celui-ci. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à voter pour notre projet sur le concours de WD40 et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de l'atelier de la plume de Poudlard et en attendant, n'oubliez pas, restez magique.
Ah le fake de ouf.